Bienvenue dans cette dernière édition de la soirée dont voici les titres. 5e édition du Conseil national de lutte contre le sida. Les acteurs ont tiré le bilan d'une année d'activité puis dégagé des perspectives nouvelles. C'est le chef du gouvernement qui a présidé la rencontre. Le partage des responsabilités à l'échelle familiale en bonne place dans les schémas des femmes travailleuses. En conclave à Dakar, les membres du réseau africain pour la promotion de la femme travailleuse entendent ainsi corriger le déséquilibre dans la gouvernance familiale. Sur l'international, un procès d'envergure s'ouvre en Iran, celui d'une centaine de personnes arrêtées pendant les manifestations post-électorales à Téhéran. Ils sont accusés d'avoir agi contre les forces de sécurité nationale. Voilà pour les titres, dans un court instant, le développement. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Les membres du RAFET plaident pour le partage des responsabilités au sein de la famille. Le réseau africain pour la promotion de la femme travailleuse prend en compte à travers cette démarche l'intérêt supérieur de l'enfant. Une rencontre a regroupé ce matin les membres du réseau, les ONG et spécialistes de l'enfance, entre autres. Compte rendu Yann Dembatine. Au Sénégal, bien que le cadre de la famille confère aux deux parents l'autorité parentale, l'exercice de cette autorité reste exclusivement réservé au père du fait de son statut de chef de la famille. Pendant ces 2 jours, le réseau veut proposer des solutions face à ce déséquilibre selon la présidente. L'importance de cette convention tient au fait qu'elle intègre la dimension partage de responsabilité familiale comme un élément fondamental du travail décent, qui permet aux femmes travailleuses d'acquérir dans le cadre du travail l'épanouissement nécessaire pour une participation de qualité à la prise en charge des enfants. À en croire toujours Amsatou Sow Sidibé, les droits pour la mère d'exercer la puissance paternelle sont quasiment inexistants et le couple est réduit au père dans les relations avec ses enfants, d'où le thème de la Convention 156 de l'Organisation internationale du travail sur l'autorité parentale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour régler cette situation, il vaudrait mieux maintenant instituer quelqu'un qui jouerait par exemple le rôle de ce notable de quartier ou de village, un médiateur en quelque sorte, peut-être qui aurait des connaissances d'ordre juridique, n'est-ce pas, mais aussi des connaissances d'ordre psychosocial, n'est-ce pas, qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir jouer ce rôle de régulateur. Et peut-être lorsque maintenant le problème ne peut être aplani, qu'on puisse maintenant saisir directement le juge. Le réseau soutient que ce n'est pas une lutte stérile contre les hommes, encore moins une quelconque recherche de pouvoir de la part des femmes. Mais il s'agit plutôt d'œuvrer pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Rendons-nous à Kaolack à présent, où la 27e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active a bouclé une formation de 2 ans. Ils sont plus d'une vingtaine de sous-officiers aujourd'hui, aptes au commandement des troupes. Écoutons le chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général Abdoulaye Fall, propos recueillis par Ndeye Mbigueye. C'est une tradition et le commandement de la zone militaire numéro 3 ainsi que le commandement de l'École nationale des sous-officiers d'active ont bien voulu perpétuer cette tradition de très belle manière à travers l'adresse du commandant d'école à la promo qui vient d'étraîner ses galons de sergent après 2 ans de formation en leur rappelant d'abord à travers l'évocation de leur parrain, les qualités qu'ils doivent copier de leur parrain, mais surtout en leur rappelant ce qu'il convient de retenir comme caractéristiques, puisqu'il les a appelées caractéristiques essentielles. Et en résumé, c'est d'abord des sous-officiers. Il a décliné ce qu'il entendait par sous-officier à travers plusieurs modalités. Ensuite, il leur a rappelé, au-delà de cette caractéristique de sous-officier, qu'ils devaient être des spécialistes et enfin qu'ils devaient être au contact de leurs hommes, en permanence susciter de leur part l'engagement que par son exemple, ces soldats doivent avoir. Le thème c'était donc le sous-officier, cheville ouvrière
dans les armées. Et c'est important parce que pour nous, il y a 3 catégories essentielles, celle des officiers, celle des sous-officiers et celle des militaires du rang. Et comme vous voyez, cette catégorie est au milieu, donc elle sert de courroie de transmission entre les officiers et ceux qui sont chargés au quotidien d'exécuter les tâches qui sont spécifiées dans l'accomplissement de la mission. Donc c'est pour nous une catégorie essentielle. Et c'est pour ça que au plus haut niveau, en permanence, nous cherchons à valoriser ce corps. Et il y a un important programme de valorisation du corps des sous-officiers qui est entrepris avec des armées sœurs auprès desquelles nous pensons pouvoir tirer beaucoup de choses. Donc après cette évocation, comme dans pratiquement toutes les manifestations militaires, il y a un défilé qui est organisé pour marquer toujours la fierté des hommes de servir le drapeau et de servir sous les ordres de leurs autorités. Propos recueillis par Ndeye Djimbi Gueye. Sachez également que les jeunes des HLM sont soucieux de leur environnement qui se dégrade d'année en année. Ils ont organisé une journée d'investissement humain suivie d'un reboisement, un ensemble d'actions que les jeunes comptent pérenniser. Le compte rendu signé Albert Yarabouane. Regroupés au sein de l'association Taku Defar Sunu Gor, les jeunes de HLM 4 se sont mobilisés ce samedi pour rendre plus attrayant leur quartier. Après avoir nettoyé les rues, le jardin public a été le point de ralliement. Devenus délabrés au fil des ans, les membres de l'association Taku Defar Sunu Gor veulent donner un nouveau visage à ce lieu de détente. Pour ce faire, un reboisement a été fait. Cette fois-ci, on a organisé une journée de reboisement avec partenariat avec le CDL, qui est le comité de développement local, à l'occurrence Madame Catherine Touré et Keba. Bon, cette journée consacrée pour la première fois, c'est une journée de reboisement. Nous voulons que les HLM deviennent comme il était auparavant. Dans cette opération, les jeunes des HLM 4 ont été soutenus par le directeur du parc de Anne qui s'est personnellement déplacé. Cette action que nous menons donc aujourd'hui, c'est juste un appui que nous apportons parce que nous avons été appelés par des jeunes que nous connaissons ici qui nous ont sollicités pour un peu les appuyer, pour les encadrer pour cette opération de plantation d'arbres et d'aménagement un peu d'espace vert. Nous sommes venus comme ça parce que c'est le rôle un peu de l'administration d'aider les jeunes ou les populations d'une manière générale qui acceptent un peu de travailler pour leur quartier, pour leur ville. Autre soutien, c'est celui du comité de développement local qui depuis longtemps s'implique dans la protection de l'environnement. C'est un grand plaisir pour moi. Je parle au nom du comité de développement local. Effectivement, le comité de développement local existe depuis près de 10 ans. Je suis à la tête de cette structure. Et nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de l'environnement. Des initiatives comme ça, nous en avons eu, oui, beaucoup. Des jardins réhabilités, des journées d'investissement organisées. Depuis 10 ans, nous faisons cela. Et aujourd'hui, nous sommes à côté d'une association, organisation communautaire de base qui s'appelle Taku Defar Sunu Gor, que nous sommes venus soutenir avec notre équipe et surtout avec le commandant Gaye, directeur du parc de Anne, que nous remercions au passage. Au-delà des HLM 4, les jeunes de Taku Defar Sunu Gor veulent généraliser leur action dans les autres places publiques de leur commune d'arrondissement en comptant sur leur édile. Albert Boubane, merci. Les autorités sénégalaises, à côté des techniciens de la santé, renouvellent leur ferme volonté de lutter contre le sida. Volonté manifestée, une fois encore, lors de la réunion annuelle du Conseil national de lutte contre le sida. C'est le chef du gouvernement qui a présidé la rencontre. Compte rendu Marème Cissé. Il s'agissait au cours de cette 5e réunion de faire l'état d'avancement de l'exécution des recommandations de la 4e réunion du CNLS et du Forum 2008, mais aussi de partager le résumé du bilan de la mise en œuvre du plan d'action 2008 et les grandes lignes du plan d'action 2009-2010. Un bilan jugé satisfaisant. Mais nous sommes satisfaits. Je pense que, comme ce bilan qu'on vous a montré, sur le plan de la situation de l'épidémie, ça montre qu'au Sénégal, l'épidémie continue d'être stabilisée. Bon, la prévalence est maintenue à un niveau bas stable. On est à 0,7%
de prévalence. Et ce qui est plus réconfortant, c'est que nous avons une très bonne prévalence au niveau des jeunes de 15 à 24 ans. D'une importance capitale, les instances et organes intermédiaires mis en place est un espace d'échange, d'orientation stratégique et de prise de décision à la réponse nationale au VIH-Sida. Toutefois, des difficultés n'en manquent pas. En général, c'est par rapport à la stigmatisation et à la discrimination liée au VIH-Sida. Quand on sait que le sida est diabolisé au Sénégal, il y a une très mauvaise conception à cette maladie, disant que c'est un sida égale vagabond sexuel ou sida égale à la mort, à la punition divine. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire de l'autosatisfaction dans la lutte contre le sida. Parce que l'épidémie est très rapide, n'est-ce pas? Il y a toujours des zones qui n'ont jamais été visitées, il y a toujours des populations qui émergent et des populations qui sont vulnérables. Ayant enregistré des performances dans la lutte, le Premier ministre président du CNLS a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement à respecter le financement des programmes. 1,4 milliard par an à l'acquisition des antirétroviraux, en plus de la contrepartie annuelle allouée au projet multisectoriel SIDA, qui a atteint aujourd'hui 875 millions de francs CFA. Ainsi, grâce à nos efforts à tous, la prévalence du VIH dans la population générale reste maintenue à 0,7% et la presque totalité des indicateurs de résultats de 2008 du plan stratégique ont été atteints, voire même dépassés. Malgré les efforts importants déployés dans la lutte, la féminisation de l'épidémie reste inquiétante. Selon le CNLS, actuellement 2 femmes sont infectées sur un homme. Aussi, la vulnérabilité de la région de Kédougou, favorisée par l'essor minier et le développement de la prostitution clandestine. Hors de nos frontières en Afghanistan, le mois de juillet restera comme le mois le plus meurtrier depuis le début du conflit pour les troupes alliées, et ce, à 3 semaines des élections. 70 soldats américains et britanniques ont été tués dans le pays au mois de juillet. 5 minutes pour inspecter les abords du pont. Pas de bombe détectée par les démineurs, le convoi peut continuer sa route. La 2e compagnie du 3e régiment d'infanterie de marine part reconnaître un des 2 bureaux de vote du district de Tagab. Ici, jamais de mission de routine, le chemin peut avoir été piégé par les rebelles talibans. C'est le risque IED, hein. C'est-à-dire que les insurgés creusent des trous et mettent des explosifs. Donc pour se prémunir contre ça, on mène des reconnaissances génie avec nos équipes génie. Les IED, les marsouins connaissent. La veille, à peine sortis de la base de Tagab, un de leurs véhicules blindés saute sur une bombe, cachée sous le goudron. 2 heures plus tard, les talibans attaquent le convoi immobilisé et la force de réaction rapide est envoyée. Aucun blessé, mais un message des talibans, le 3e RIMA est en terrain hostile. En Kapisa, depuis la mi-mai, il y a une grosse recrudescence de l'utilisation des IED. On en a beaucoup trouvé jusqu'au début juillet, sur information, sur renseignement de la population. C'est une menace quotidienne lors de nos déplacements. Des combats tous les 3 jours en moyenne. Une centaine d'hommes est donc sur le terrain pour la mission de reconnaissance des bureaux de vote. On va faire la reconnaissance du chiffre, prendre des photos pour être paré en cas de nécessité. Accompagnés de leurs mentors américains, policiers et soldats afghans sont déjà sur les lieux. Ils sont chargés de la sécurité des élections. Les soldats français n'arrivent qu'en dernier, en cas de besoin. Mais le 3e RIMA s'attend à une augmentation des attaques des rebelles talibans dans la province de Kapisa pour le jour des élections. Le premier grand procès après les émeutes s'ouvre en Iran. Une centaine de personnes est devant la justice. Certains des accusés jugés sont d'anciens ou responsables politiques, suivant les enjeux de ce procès. Vêtus de leur combinaison grise de prisonniers, ils sont des dizaines dans la salle d'audience du tribunal révolutionnaire. Au total, il serait plus de 100, ce que l'agence de presse officielle iranienne qualifie d'émeutiers. Des hommes arrêtés lors de ces manifestations visant à dénoncer la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad, considérée comme frauduleuse. En tout, jusqu'à 2000 personnes avaient été arrêtées au mois de juin, la majorité d'entre elles ayant depuis été libérées. Parmi les prévenus,
prévenus jugés ce samedi, plusieurs responsables politiques de premier plan du camp réformateur, notamment Mohamed Ali Abtahi, ici à droite de l'image. Il affirme que la question des fraudes en Iran était un mensonge sorti pour provoquer des émeutes. Mais selon sa femme, sa détention l'a beaucoup affecté. Après 34 jours de détention, il a perdu 12 kilos. Il est très affaibli, très malade. Et même ses idées sont confuses. Les prévenus sont poursuivis pour conspiration contre le système, attaque de bâtiments officiels et militaires ou encore lien avec des groupes d'opposition armés. Plusieurs accusés sont jugés pour atteinte à la sûreté de l'État, un crime passible de la peine capitale. Et puis les grilles de sa résidence sont déjà couvertes de fleurs à l'annonce du décès de Cory Aquino, ex-présidente des Philippines. Des centaines de personnes ont afflué déposant des bougies et des fleurs. Qu'est-ce que je sais du métier de président? C'est par ces mots qu'elle s'était lancée en politique. Aujourd'hui, elle reste l'image même de la démocratie aux Philippines. Une pluie de moussons accompagne la dépouille de Corazon Aquino. Les membres de sa famille portent son cercueil, transporté dans une école où le public pourra venir se recueillir avant les funérailles. Sur le parcours, de nombreux Philippins, tous en jaune, couleur symbole de celle qui a dirigé leur pays pendant 6 ans. Tout le pays est en deuil car elle a été très bonne pour nous. Le peuple n'oubliera pas toutes les victoires qu'elle a remportées. Parmi tous les présidents que nous avons eus, elle est celle devant laquelle je m'incline. Ils sont nombreux depuis 24 heures à se rassembler pour rendre hommage à celle qu'ils surnommaient Cory. Figure de l'opposition, elle accède au pouvoir en 1986, portée par une révolte populaire après 20 ans de dictature sous Ferdinand Marcos. Corazon Aquino fait alors du rétablissement de la démocratie la priorité de son mandat. C'est un jour très triste pour nous. C'est dur de dire adieu à quelqu'un qui a, à un moment critique de notre histoire, symbolisé notre combat pour le retour à la démocratie. L'ancienne présidente devrait être inhumée la semaine prochaine lors d'une cérémonie privée. Un deuil national de 10 jours a été décrété. Voilà, c'est cette note qui referme cette édition. Voici le rappel de ce qui a constitué l'essentiel. 5e réunion du Conseil national de lutte contre le sida. Les acteurs ont tiré le bilan d'une année d'activité puis dégagé des perspectives nouvelles. C'est le chef du gouvernement qui a présidé la rencontre. Le partage des responsabilités à l'échelle familiale en bonne place dans les schémas des femmes travailleuses. En conclave à Dakar, les membres du réseau africain pour la promotion de la femme travailleuse entendent ainsi corriger le déséquilibre dans la gouvernance familiale. Hors de nos frontières, un procès d'envergure s'ouvre en Iran, celui d'une centaine de personnes arrêtées pendant les manifestations post-électorales à Téhéran. Ils sont accusés d'avoir agi contre les forces de sécurité nationale. Voilà donc, amis téléspectateurs, qui met fin à cette